Jacques Chirac durcit le ton, avertissement à Michel Noir, éviction de Michel Barzac du bureau politique du RPR. Petr Roman demande un appui de la France au redressement économique de la Roumanie. Notre invité Alain Decaux qui rentre ce soir de Bucarest. Rugby, l'équipe de France balayée 21-0 en Écosse. Football après Monaco et Toulouse. Caen éliminé en 32e de finale de la Coupe de France. Le misanthrope au Théâtre de la Renaissance, son nouveau directeur Nils Arestrup nous parlera de ses projets en direct. Bonsoir, le retour du beau temps a permis l'amélioration considérable de la situation dans les Alpes. Ce soir, la plupart des routes sont dégagées, mais les risques d'avalanche sont encore très importants. Avant d'aller en direct à Grenoble, le point ce soir dans les Alpes, Éric Thibault. Les vacanciers de la zone 2 ont pu enfin chausser leurs skis, mais les consignes de sécurité restent très strictes en raison des risques d'avalanche qui persistent. Ce matin, la réouverture des routes d'accès à Tignes et à Val d'Isère avait sonné le retour à la normale. Mais la circulation reste difficile et l'imprudence des automobilistes qui roulaient sans chaîne a provoqué de nombreux incidents. À la préfecture de Savoie, la cellule de crise a été levée cet après-midi. Après les folles nuits de ces 2 derniers jours, Bourg-Saint-Maurice pousse un ouf de soulagement ce soir. Les 6000 touristes qui étaient bloqués ont été libérés. Fin également de la polémique entre Brice-Lalonde et les directeurs de station. Après avoir demandé hier aux familles de différer leurs vacances, le secrétaire d'État à l'environnement s'est dit rassuré cet après-midi en voyant le retour du beau temps. Actuellement, la moitié des pistes ont été réouvertes, les autres suivront progressivement le temps que la neige se stabilise. Nous allons maintenant en direct à Grenoble. Monsieur Pao, directeur du centre études de la neige, est en direct depuis les locaux de la station FR3 Alpes. Les risques d'avalanche demeurent ce soir? Une précision, tout d'abord, je ne suis pas directeur du centre d'études de la neige, je suis un agent du centre d'études de la neige. Bien, les risques d'avalanche actuellement sont encore importants, bien que nous soyons passés d'un état de situation avalancheuse exceptionnelle à un état plus courant de risques naturels forts. À savoir que le manteau neigeux est encore instable et qu'à la faveur du réchauffement qui est en cours, et notamment sur les versants bien ensoleillés dans l'après-midi, des petites coulées qui a priori peuvent paraître insignifiantes peuvent, en raison de l'instabilité de la couche de neige principale, déclencher des avalanches qui pourraient être importantes. Alors Monsieur Pao, quelques conseils très simples pour tous les vacanciers qui seraient susceptibles demain d'aller faire du ski? Si l'on pouvait donner un seul conseil, serait celui-ci, donc bien recommander aux skieurs de respecter les consignes de sécurité qui sont données dans chacune des stations, et surtout, je crois encore pour demain, de bien rester sur les pistes ouvertes. Merci Monsieur Pao pour ce témoignage en direct de Grenoble. Après la neige, les dégâts causés par la montée des eaux. Regardez la carte de France des inondations. Vous le voyez, de très nombreuses rivières ont débordé, notamment à l'est du pays. La décrue est nettement amorcée ce soir en Franche-Comté, mais les ondes de crue se sont déplacées vers la Saône. Le point en image, région par région, avec le concours des stations de la Troie, Sophie Guillou. En Franche-Comté, la décrue était générale ce matin. Dans le Doubs, les eaux baissent à un rythme régulier, environ 10 cm par heure. Dans le secteur de Baume-les-Bains, de nombreuses routes sont à nouveau ouvertes à la circulation et l'électricité a été rétablie au cours de la journée. Dans le Jura, la baisse des eaux est également bien entamée, avec toutefois des dégâts importants. Un pont s'est effondré ce matin à Longwy. Mais le gros point noir des inondations s'est déplacé vers le sud. L'onde de crue de plusieurs rivières s'est répercutée sur la Saône. Résultat, ici, les eaux continuent de monter, moins brutalement que les jours derniers. Dans l'Ain, la décrue se poursuit. Quant au Rhône, il n'a baissé pour l'instant que très légèrement. À Lyon, il déborde toujours, malgré le retour cet après-midi du soleil. Enfin, dans les régions plus montagneuses, la situation continue d'être critique. Dans la vallée de Morestel, en Isère, plusieurs milliers d'hectares sont toujours sous l'eau. Environ 500 têtes de bétail ont dû être évacuées et il en reste sur place au moins autant. Les spécialistes craignent les jours à venir. Avec le redout, l'excès de neige tombé dans les montagnes risque de provoquer des fontes importantes. L'Isère est encore en état d'alerte. Oui, le bilan des intempéries depuis mercredi s'élève ce soir à 15 morts et à 2 disparus. Les recherches sont restées vaines, notamment pour retrouver le petit Kevin, âgé de 4 ans, qui a disparu à Urville, dans le Calvados. Politique, mise au pas pour le moins ferme clarification aujourd'hui au cours du bureau politique du RPR à Paris, entre le sérieux avertissement à Michel Noir et l'éviction du bureau politique de Michel Barzac. Jacques Chirac semble avoir voulu affirmer sa volonté de tenir le cap d'une main ferme. Sur place, Éric Pirot.
Le ciel du RPR n'est pas encore serein, loin s'en faut. Bien sûr, l'horizon s'est éclairci sur la droite. Charles Pasqua et Philippe Séguin sont pour un temps au moins rentrés dans le rang. Ils voulaient 10 membres sur les 30 du bureau politique, ils en ont obtenu 9 et se disent satisfaits. Mais les nuages aujourd'hui sont venus de la gauche du mouvement. Michel Barzac, qui devait entrer au bureau politique dans le contingent des rénovateurs, n'a pas été retenu et elle accuse difficilement le coup. Je pense qu'on me fait payer, d'abord le Forum civique, à ma connaissance, ça n'existe pas encore, donc on me fait payer des intentions peut-être, et bon, ça c'est déjà intéressant, et je pense qu'on me fait payer que le fait d'être une femme. Oh. Alors écoutez, excusez-moi, mais est-ce qu'on leur a fait la même chose avec Michel Noir ou quelqu'un d'autre? La mise à l'écart de Michel Barzac apparaît en tout cas comme un avertissement aux rénovateurs du mouvement qui veulent relancer leur projet de forum civique, de fusion du RPR et de l'UDF. Un projet qui ne passera pas, Jacques Chirac les a avertis. J'ai l'intention de tenir le cap d'une main ferme. Sachez que, fort du mandat que m'ont donné les assises de dimanche dernier, je n'ai pas l'intention de laisser le mouvement aller en quelque sorte à la dérive. À bon entendeur, salut, si Michel Noir et ses amis continuent à vouloir fusionner avec l'UDF, ils risquent, a dit Jacques Chirac, de se mettre d'eux-mêmes en congé du parti. Le Premier ministre roumain, reçu aujourd'hui à l'Elysée, Petr Roman, a demandé officiellement un appui de la France au redressement économique de son pays. La Roumanie continue par ailleurs à vivre des heures politiques plus ou moins incertaines, marquées hier encore par la démission du général Militaru, ministre de la Défense. Commentaire de Philippe Pister. La prise de fonction cet après-midi du nouveau ministre de la Défense roumain, le général Victor Stănculescu, jusque-là titulaire du ministère de l'économie. Une nomination qui apparaît comme une nouvelle concession du pouvoir aux militaires contestataires. Son nom, en effet, avait été avancé par les officiers exigeant la démission du général Militaru. Le général Militaru, cet ancien cadre à la retraite, ami personnel du numéro 1 roumain Ion Iliescu, est réapparu à ses côtés dès la fuite de Ceausescu le 22 décembre. Cible numéro 1 des militaires, manifestant depuis le début de la semaine, accusé d'incompétence et de ne pas avoir défendu la révolution de décembre. Une nouvelle fois, le nouveau pouvoir roumain montre sa fragilité en cédant à la rue, et ce malgré les propos rassurants du Premier ministre roumain ce matin en visite officielle en France. Je ne pense pas qu'il y ait un manque de confiance de l'armée vis-à-vis du gouvernement. Je ne l'ai jamais perçu comme ça. J'ai eu un entretien avec les représentants des militaires et c'était pas du tout ça. C'était quoi alors? C'était tout simplement le désir d'exprimer leur, disons, doléances qui sont une prolongation naturelle de notre révolution. Reste que le général Militaru est le 4e ministre à perdre son portefeuille en moins d'un mois, la 6e personnalité du Front de Salut National contrainte à la démission. Et ce n'est peut-être pas fini, le fusible Militaru visiblement ne suffit pas à calmer la fronde militaire. Les contestataires réclament maintenant une épuration au sein de l'armée et sa démocratisation, exigent le départ du ministre de l'Intérieur, Mihai Csitak, accusé d'avoir fait tirer sur la foule à Timișoara. Notre invité est Alain Decaux, ministre délégué à la francophonie. Vous rentrez ce soir de Bucarest, où vous avez passé moins de 48 heures. Vous avez le sentiment d'une confusion politique dans le pays? Je n'ai pas vu de confusion. Vous savez, quand on va si peu de temps, quand on a une tâche précise, j'en avais une, on ne peut pas observer ça. Simplement, ce que j'ai vu, c'est devant le palais du gouvernement, presque en permanence, des manifestants tranquilles. Ils sont là, ils ne parlent pas, ils ne bougent pas, ils sont nombreux, ils regardent. Il y a donc une pression de la population. Je crois que c'est ça le constat que j'ai pu faire là-bas. C'est que le processus de démocratisation est en surveillance par le peuple roumain, par des militaires. Quand on voit aussi des militaires, on voit des civils. Ils sont là. Alors, le Premier ministre Petr Roman a demandé aujourd'hui un appui de la France pour le redressement économique de la Roumanie. Quels sont, de façon très petite, je dirais, les besoins de la Roumanie aujourd'hui? C'est des vivres, des médicaments, de l'argent, des techniciens? Je crois que c'est surtout des entreprises. Je crois que ce sont surtout des investissements. Car ce pays est à sortir d'un arriéré très considérable. Et je crois que justement les entreprises françaises ont une chance très grande. Il n'y a pas que nous à qui l'on demande des choses, on en demande à beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres sont déjà là.
Mais il s'agit d'un pays où la francophonie est très présente, un pays où on peut trouver des cadres francophones, une main-d'œuvre francophone. Et je pense qu'il faut accompagner le processus de démocratisation partout où il est, c'est-à-dire en Roumanie. Avec aussi donc, c'était un peu le but de votre mission, un apport culturel. Voilà, parce que ces gens manquent essentiellement de tout ce qui est français, de tout ce qui est francophone, la langue française, les livres français. Or, ce matin, nous avons procédé au don de 100 000 livres, grâce à la Fondation Hachette, de 100 000 livres destinés aux bibliothèques qui ont été brûlées ou qui ont été détruites pendant l'insurrection. Et puis cet après-midi, il y a 2 heures, il y a 3 heures, avec le décalage, eh bien, nous avons inauguré Canal France International. Dès le début de la Révolution, il y a eu une demande d'émission de télévision française. Et nous avons envoyé Canal France International, l'antenne est là, on reçoit les émissions qui vont passer sur le réseau hertzien de la télévision roumaine. Et ce sont les émissions d'Antenne 2 et FR3 ? Oui, Canal France International, qui est une sélection des émissions de la télévision française. Merci Monsieur Decaux pour ce témoignage, donc juste à votre retour de Bucarest cet après-midi. 2700 victimes en 18 jours d'affrontements interchrétiens au Liban. Après avoir perdu une bataille hier face au général Aoun, les milices des forces libanaises ont repris l'offensive aujourd'hui. Commentaire d'Hélène Rizacher. Avec l'énergie de ceux qui veulent leur revanche, les forces libanaises de Samir Jaja ont lancé depuis ce matin une opération de grande envergure contre la base aérienne d'Adma. Adma est défendue par quelques 400 commandos du général Michel Aoun. Après 18 jours de combat, au moins 600 morts et plus de 2000 blessés, les deux camps chrétiens continuent de s'affronter. Ces dernières heures, la violence était telle que des miliciens blessés des forces libanaises et même des habitants du Beyrouth Est chrétien ont choisi de se réfugier à l'ouest, en secteur musulman, où certains n'avaient même jamais été. Hier soir, le chef des forces libanaises, Samir Jaja, a lancé un appel aux autorités légales du pays, autrement dit au président Elias Raoui, pour arrêter le massacre, alors que Jaja n'a jamais reconnu officiellement encore le président libanais. Samir Jaja et ses troupes venaient hier de perdre leur fief stratégique d'Aïn Remané, enlevé par les soldats du général Aoun. Enjeu de cette lutte fratricide, le contrôle des milices chrétiennes. Le général Aoun réclame leur intégration au sein de son armée. Samir Jaja refuse que ces forces libanaises soient privées de leur autonomie politique et militaire. Pour l'instant, ni le président Raoui ni les Syriens ne réagissent, alors que le combat entre Aoun et Jaja risque d'affaiblir tout le camp chrétien. Après l'étranger, nous ouvrons maintenant une grande page sportive avec tout d'abord la faillite de l'équipe de France de rugby. Cet après-midi à Murrayfield en Écosse, une défaite 21-0, pas un point de marqué. C'est une sanction à la fois claire, nette et historique. Le commentaire d'Alain Leblond. Tout se précipite. Ma foi, beaucoup de déception par rapport à mes 14 camarades que j'ai laissés sur le terrain. Et voilà, j'aurais bien aimé finir la fin du match, mais l'arbitre en a décidé autrement. Alain Carminati expulsé est au centre des débats, mais il n'est sûrement pas la seule raison d'une trop lourde défaite française. Regardez, tout s'en mêle aussi pour le 3 Carrel Ontas, qui se précipite et oublie Serge Blanco pour un essai tout fait. Également un manque de réalisme sur ce coup de pied à suivre de Tucalo où 2 Français se précipitent pour un Écossais. Résultat, nouvelle bavure en défense des 3 quarts qui permettent à Lennon d'inscrire le premier essai écossais. Alors que pense de cette douche écossaise l'ancien héros tricolore Serge Blanco? Vous savez, je crois que la remise en question a du bon. Et quand on voit les premières 50 minutes de cette équipe, bon, mais il faut être fier. Fier, oui, les Écossais peuvent l'être. En infligeant un historique 21-0, ils vont sûrement rendre la tâche de plus en plus difficile aux instances dirigeantes du rugby français, battues dans tous les domaines cet après-midi. Comment s'y prendront-ils pour sortir de l'impasse une équipe vice-championne du monde à moins de 2 ans, justement, de la prochaine Coupe du Monde? Football, 3 clubs de première division déjà au tapis en 32e de finale de la Coupe de France. Après Monaco et Toulouse hier, c'est Caen qui a été éliminé cet après-midi sur le terrain de Bastia par Ajaccio. Commentaire sur les premières surprises de Caroline Sins. Le stade Furiani de Bastia comme au plus beau jour. Les Corses ont réussi l'exploit d'éliminer Caen 1-0. Une victoire en plus facile. Caen était comme anesthésié, dominé dans tous les compartiments du jeu. C'est l'attaquant néo-calédonien Dravulo qui a marqué sur reprise d'un centre de Mousselli. Pour Ajaccio, cette victoire signe un retour en grande forme. Ambition, revenir en D2. Pour Caen, grosse déception. On est d'autant plus déçu que l'équipe de 3e division a gagné de façon méritée. On n'est jamais entré dans le match, on a perdu point Sidière tous les duels, on n'a montré aucun allant. À Vittel, c'est Lens qui se fait sortir 2-1 par Épinal, autre club de division 3. C'est pourtant Lens qui ouvre le score avec une tête de Garande en première mi-temps. Mais les Vosgiens concrétisent leur supériorité en arrachant la victoire grâce à 2 têtes de Mousseline et Seine.
Décidément, une Coupe de France surprenante, à l'image de la défaite hier de Monaco face à Avignon, 2-3 dans les prolongations. C'est Kuben, véritable héros du match, qui inscrit les 3 buts avignonnais, dont celui de la qualification à 1 minute de la fin. Malchance aussi pour Toulouse, battu 1-0. Ironie du sort, c'est le Toulousain Ruti qui a offert la victoire à Alès en inscrivant contre son camp. Logique respectée en revanche pour Montpellier face à Istres, 1-0. Un match sauvé de justesse par Ferraoui en dernière minute. Et peut-être d'autres surprises à venir ce soir. Tous les résultats dans Soir 3 à 22h15. Notre invité pour parler théâtre, Nils Arestrup, qui vient de prendre la direction du Théâtre de la Renaissance. Avant de parler de vos projets, un mot sur la pièce qui débute au Théâtre de la Renaissance, Le Misanthrope. Oui, on a commencé le 15, avant-hier. C'est une jeune compagnie, la compagnie du Chapeau Rouge, que dirige Pierre Pradinas, qui donc bénéficie de cette première invitation du Théâtre de la Renaissance. Il y a dans le spectacle aussi Marianne Bassler, Brigitte Catillon, et sinon l'ensemble des rôles sont tenus par cette compagnie, qui est une compagnie de gens très jeunes. Et Pierre, après avoir fait un travail sur La Mouette de Tchekhov, a entrepris cette fois-ci quelque chose sur Le Misanthrope de Molière. Alors nous parlons de vos projets dans un instant. Tout de suite, un extrait du Misanthrope au Théâtre de la Renaissance. Tout l'univers, vous devenez jaloux. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est surtout s'épancher. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyiez sur un seul ramassé. Mais moi que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimé. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous en disiez peut-être aux autres tout autant. Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici. Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Alors vous le disiez vous-même, Nils Arestrup, c'est une invitation. Quels sont vos projets pour le Théâtre de la Renaissance? C'est un challenge de prendre un théâtre comme celui-ci, si vous me passez cette expression. Oui, parce que le théâtre ne va pas bien. Il y a 93% des gens qui ne vont jamais au théâtre, ici, en France. La raison? Oh, il y en a plein, souvent parce qu'ils trouvent ça compliqué, parfois un peu hermétique, parfois un peu obscur. Parfois cher? Parfois cher aussi, parfois compliqué d'organiser pour avoir une place, il faut réserver, tout ça. Mais je crois peut-être aussi c'est simplement parce que le théâtre a perdu son lien essentiel avec le public. Alors au Théâtre de la Renaissance, en tout cas, ce que j'aimerais faire, c'est travailler avec des gens qui écrivent aujourd'hui, plutôt avec des auteurs contemporains, qui n'écrivent peut-être pas d'habitude pour le théâtre, et en travaillant ensemble sur des thèmes contemporains. C'est-à-dire des pièces qui seraient conçues autour des choses qu'on voit ou qu'on a vues précédemment, autour des vraies préoccupations des gens. Alors quels sont les auteurs auxquels vous lancez un appel ce soir en direct? Je lance un appel à tous les gens qui ont des choses à dire, qui ont fortement envie de les dire et qui peut-être considèrent aussi que le théâtre n'est plus tout à fait le moyen ou le relais pour dire ces choses. Alors le petit travail que je peux faire, c'est essayer moi de les convaincre que le théâtre, dans la mesure où il est une des dernières expressions vivantes de notre société, dans la mesure où sur ces plateaux-là, il peut tout arriver, dans la mesure où on y met tout son cœur, je crois qu'on peut y dire des choses essentielles. Je crois qu'il appartient à notre culture, il appartient à notre essence, et je crois que tous les auteurs aujourd'hui doivent faire quelque chose pour le défendre. Alors je vais essayer de les entraîner un peu à faire ça. Vous disiez en substance dans un hebdomadaire la semaine dernière que les acteurs n'étaient pas forcément tous des imbéciles. C'est une phrase très dure, mais c'est aussi un appel aux auteurs pour leur dire venez au théâtre. Oh, non, je crois que ça n'avait pas de rapport. Les acteurs, je pense, vivent une relation, les acteurs de théâtre, quotidienne avec le public. C'est une relation charnelle, c'est une relation sensuelle tous les soirs. Alors je pense que quelquefois leur expérience peut apporter un peu aux auteurs aussi, dans la mesure où on a cette connaissance. Et savoir qu'une pièce, c'est un peu comme une conversation. Il ne faut pas qu'elle soit tout le temps importante, il ne faut pas qu'elle soit tout le temps essentielle. Il faut aussi qu'il y ait de l'humour,
il faut aussi qu'il y ait des pauses, il faut aussi qu'il y ait le respect de la personne à qui on parle. Et quelquefois, malheureusement, les auteurs contemporains écrivent des choses comme des flots de sang, comme ça, où ils veulent que tout soit essentiel. Et quelquefois, c'est un peu lassant et ennuyeux. Merci Nils Arestrup d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir. Avant de nous quitter, un détour par une exposition. Les trésors de Soliman le Magnifique, c'est au Grand Palais de Paris. Et c'est un reportage de Véronique Bonnet. Plus de 200 pièces provenant d'une exposition déjà montrée à Washington et Berlin, auxquelles s'ajoutent une centaine d'autres venant pour la plupart du Louvre. Un ensemble exceptionnel sur l'art classique ottoman au XVIe siècle, celui de son apogée. C'est l'époque où les frontières sont reculées au maximum, c'est l'époque où justement l'Empire étant très riche, il y a énormément de matières premières qui permettent l'éclosion d'un art tout à fait exceptionnel. C'est l'époque également où l'architecture connaît son plus grand développement grâce à l'architecte Sinan que tout le monde connaît et qui a œuvré aussi bien pour Soleiman que pour Selim, son fils. Donc oui, c'est l'âge d'or en quelque sorte de la civilisation ottomane. Comme Laurent de Médicis, Soliman le Magnifique fut un souverain mécène, mais aussi un artiste puisqu'il pratiquait lui-même l'art de l'orfèvrerie. Autre splendeur de cette exposition, les céramiques bleues d'Iznit. Inspirées des céramiques chinoises par la simplicité de leurs dessins et la finesse de leurs glacis, elles atteignent une perfection jamais égalée par la suite. S'il était orfèvre, Soliman était aussi calligraphe et parmi les chefs-d'œuvre exposés, ses textes rituels figurent dans les tout premiers. Les textes de loi de Soliman, celui qu'on appelait aussi le législateur. Voilà, avant de refermer ce journal, sachez aussi qu'il y avait un tiercé Quartet Plus à Enghien aujourd'hui. Pour le tiercé, il fallait jouer le 14, le 3 et le 11, ce qui vous rapporte dans l'ordre 5 355 francs et dans le désordre 1071 francs et puis un Quartet Plus. Et là, cette fois, si vous avez joué le 14, le 11 et le 3, vous avez gagné 29 736 francs et dans le désordre 871 francs 20. Je vous rappelle les principaux titres de cette édition. Le bureau politique du RPR, Jacques Chirac a durci le ton aujourd'hui, sévère mise en garde à l'encontre de Michel Noir et puis l'éviction du bureau politique du RPR, donc de Michel Barzac. Le Premier ministre roumain, Petr Roman, en visite officielle à Paris aujourd'hui, demande l'appui de la France pour le redressement économique de son pays. Et puis en sport, la défaite de l'équipe de France de rugby 21-0 à Murrayfield en Écosse cet après-midi. Alors qu'en football, 3 équipes de première division sont déjà tombées en 32e de finale de la Coupe, Monaco, Toulouse et Caen. Je crois vous avoir tout dit, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 22h15 pour Soir 3. Excellent début de soirée.